Donc, ceux qui veulent sortir, qui sortent, et ceux qui restent, je vous remercie beaucoup pour votre politesse et intérêt dans ce que Paul va raconter. Donc, c'est métissage en Afrique, une approche génétique. Il est un des grands spécialistes du métissage dans les populations humaines, et je le remercie beaucoup pour être avec nous. Merci beaucoup, c'est bon, vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup, Louis, pour cette formidable introduction et pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir parler aujourd'hui. Donc, je m'appelle Paul Verdu, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'UMR 7206 Éco-anthropologie, qui regroupe de nombreuses équipes de différentes disciplines, de l'ethnologie, l'archéologie, la primatologie et la génétique, et qui se trouve physiquement au Musée de l'Homme. Donc, comme Louis nous en a parlé toute cette matinée, l'histoire du peuplement de l'Afrique est une histoire complexe avec de nombreux mouvements de population, de nombreuses histoires de métissage. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous parler un peu plus spécifiquement de deux histoires de métissage complexes, celle des populations de l'Afrique centrale d'une part, et d'autre part des histoires de métissage plus récentes dans le contexte de la colonisation européenne et de la traite esclavagiste atlantique, nous racontant l'histoire en fait d'un des derniers endroits au monde peuplés par l'homme, qu'est le Cap-Vert, comme nous le verrons. Donc il s'agit ici moins de faire un panorama de très nombreuses recherches qui sont menées en Afrique, mais plutôt de vous parler de mes recherches à moi, de moi et mon groupe, avec mes collaborateurs, pour entrer plus spécifiquement sur comment est-ce qu'on fait pour étudier ces choses-là. Alors, comme vous l'a dit Louis, on a encore très peu de données paléogénomiques, de génétique ancienne, en Afrique, pour des raisons qu'on abordera. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est comment est-ce qu'on reconstruit ces histoires de métissage et de migration à partir de données actuelles, ce qui est encore, aujourd'hui, en Afrique c'est vrai, mais y compris à travers le monde, la principale source d'information pour comprendre l'histoire de notre évolution. L'idée est de savoir la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui, d'où vient-elle? Alors avant de rentrer dans le feu de l'action, je vais juste vous faire un rapide retour sur les paradigmes théoriques et l'épistémologie de notre discipline. Donc en anthropologie génétique ou en génétique des populations appliquées à l'homme, on travaille dans le contexte de la théorie synthétique, neutraliste et néo-darwinienne de l'évolution génétique. Qu'est-ce qu'elle stipule, cette théorie? Que la distribution de la diversité génétique qu'on observe aujourd'hui entre individus à l'intérieur des populations et également entre populations résulte de l'action des forces de l'évolution au cours du temps. Alors, quelle force de l'évolution? La mutation, au sens large, qui est la force qui crée cette nouveauté, qui crée cette diversité génétique. Deux autres forces majeures, les forces démographiques, dans lesquelles on retrouve migration et métissage, et les forces de sélection naturelle, qui, elles, ne créent pas de nouveautés génétiques, mais influencent la façon dont cette diversité se distribue à l'intérieur des populations et entre les populations. Et enfin, comme chez toutes les espèces qui font de la culture, l'homme fait de la culture, mais il y a plein d'autres espèces qui font de la culture, il n'y a pas que les grands singes. Prenez il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux et également des espèces de fourmis, tout simplement, qui font énormément de culture. Cette culture est une force de l'évolution, dans la mesure où elle aussi ne crée pas de nouveautés génétiques, mais influence fortement la façon dont cette diversité génétique va se distribuer à l'intérieur des populations et entre les populations. Donc l'objectif de l'anthropologie génétique, c'est de reconstruire l'histoire génétique des populations humaines. L'objet d'étude, c'est la diversité génétique. Alors justement, un élément très important qu'il va falloir garder en tête pour toutes les études de génétique des populations que vous allez trouver, et en particulier celles qui travaillent sur l'histoire des métissages et qui finalement nous aident à comprendre comment est-ce qu'on fait. Cette diversité génétique, c'est quoi? Eh bien, on prend des individus, on les séquence, on regarde leurs mutations, leurs différences génétiques, et on les compte. On compte les différences génétiques, c'est ça, la diversité génétique, on compte le nombre de différences entre deux individus. OK? Seulement si je décide de regrouper ces individus différemment, par exemple comme ça en deux groupes, comme ci et comme ça, eh ben, je vais recompter les couleurs, les différentes mutations génétiques
à l'intérieur de chacun des groupes. Et je vais obtenir une autre distribution de la diversité génétique. Et si je reprends encore une fois les mêmes individus, mais cette fois je décide de faire 2 groupes selon d'autres critères, je vais encore obtenir des diversités génétiques, des fréquences des mutations qui seront différentes. C'est ce qu'on appelle regrouper ou catégoriser les individus en groupes ou en populations. Ce que vous voyez ici, c'est que ces groupes n'existent pas a priori. D'accord ? Les catégories n'existent pas a priori. Elles sont construites sur la base de différents critères, souvent complexes, comme on va le voir, afin de répondre à différentes questions. C'est-à-dire, à partir des différentes diversités génétiques en fonction de comment est-ce qu'on regroupe les individus, eh bien, on va reconstruire différentes histoires de l'évolution à partir des mêmes données. Donc la première question qui se pose en anthropologie génétique, c'est qui est-ce qu'on échantillonne? De la diversité génétique de qui parle-t-on en fait? Et comment est-ce qu'on va catégoriser ces individus pour répondre à quelles questions? Donc on va essayer de garder ces éléments-là en tête pour toutes les études de génétique des populations, et en particulier sur ces 2 exemples dont je vais vous parler aujourd'hui, l'histoire des métissages entre les chasseurs-cueilleurs dits pygmées et les agriculteurs dits non pygmées en Afrique centrale. Alors rentrons dans le vif du sujet. Le mot pygmée est un mot d'origine grecque qui désigne une mesure de taille, une petite mesure de taille ou de volume. C'est soit la coudée, soit le volume du point fermé selon les traductions. C'est quand même une mesure de taille. Il est utilisé pour la première fois pour désigner des populations anthropomorphes par Homère dans son Iliade, où vous pouvez aller voir dans les premiers vers du chant 3, Homère décrit les Troyens qui avancent sur la plaine pour aller combattre les Achéens, les Grecs, et qui fondent sur les Grecs tels des grues migratrices qui sont en guerre avec le peuple des Pygmées qui vit quelque part de l'autre côté de l'océan. Point. C'est la seule occurrence. Les Pygmées sont donc classiquement des gens qui ne sont pas très grands, qui sont en guerre avec des oiseaux et qui vivent de l'autre côté de l'océan. Et à partir de là, c'est quand même la parole d'Homère est difficile à mettre en question dans les cultures occidentales, vous allez trouver une grande diversité. Les travaux de l'histoire de l'art montrent, quand vous voyez des vases grecs, en général, essayez de regarder si vous voyez des gens qui sont en guerre avec les oiseaux. C'est littéralement une représentation de ces pygmées d'Homère. Ok ? Donc à partir de là, il ne faut pas vraiment beaucoup plus pour exciter l'imaginaire des Européens qui vont, au cours de leurs explorations dans le reste du monde, chercher les fameux pygmées d'Homère. Marco Polo, dans le Livre des Merveilles, cherche les pygmées d'Homère. Alors évidemment, on ne rencontre pas de gens qui sont en guerre avec les oiseaux, donc on va les repousser aux frontières du monde connu. Vous avez ici un magnifique portulan de Pierre d'Esquelier de 1550, où vous avez la carte du monde connu, avec en général les côtes qui sont quand même beaucoup mieux décrites que l'intérieur des terres, et des enluminures qui sont censées décrire la diversité à la fois culturelle, mais également naturelle, des environnements qu'on trouve dans ces régions. Et si vous fouillez un peu dans cette carte, vous regardez ici, là, au Canada, et qu'est-ce que vous trouvez? Aux frontières du monde connu, des gens en guerre avec les oiseaux, les pygmées. Et pour être vraiment très clair, il fait même un cadran avec marqué les pygmées, et il nous raconte la vie de ces gens qui sont en guerre avec les oiseaux et qu'on n'a pas rencontrés. Il va falloir attendre le milieu du XIXe siècle pour que 2 explorateurs indépendamment, l'américain Paul du Chaillu et le botaniste allemand Georg Schweinfurt, qui voyagent indépendamment à travers le bassin congolais, et ils rencontrent des populations d'apparence de petite taille, évidemment pas en guerre avec les oiseaux, mais de petite taille, et qu'ils vont désigner comme les pygmées d'Homère. Ça y est, on a enfin trouvé les pygmées d'Homère. Et à partir de ces 2 explorations, eh bien, on va désigner plus d'une vingtaine de populations à travers le bassin congolais. Stanley, qui remonte le fleuve Congo, va désigner les toits ici du lac Tumba comme étant les pygmées d'Homère. Donc plus d'une vingtaine de populations vont être désignées par les Européens à la fin du XIXe siècle comme étant les fameux pygmées d'Homère. Alors attention, il y a plein d'autres populations dans cette région-là. Là, je ne vous représente que les populations qui ont été désignées historiquement comme pygmées. Il y a plein d'autres populations que les Européens ont décidé de ne pas appeler pygmées.
Alors, l'utilisation de ce terme historique, un pygmée, ajouté à un imaginaire occidental riche de ce terme depuis Homère, pour les fans de Johnny Weissmuller, vous vous rappelez du premier Tarzan, où Tarzan combat les pygmées. C'est quelque chose de très très présent dans notre culture. Moi qui suis spécialiste de ça, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'entende le mot pygmée utilisé d'une façon ou d'une autre. En fait, ça va créer une origine commune, de facto, de toutes ces populations, qu'on va regrouper sous cette même catégorie, pygmée, encore une fois, à partir d'un mot grec. Alors, qui sont effectivement ces individus-là? Eh bien, grâce à le travail nombreux des anthropologues et des ethnologues, surtout à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, qui sont allés à la rencontre de ces populations pour en décrire la culture et les modes de vie, les anthropologues se sont mis d'accord pour que, effectivement, cette catégorie pygmée, mot grec, pouvait regrouper des populations qui partagent un certain nombre de critères complexes. Donc, premièrement, ce sont des populations qui se désignent elles-mêmes et qui sont désignées par leurs voisins avec un nom endogène qui leur est propre, une définition principale de l'altérité dans un contexte communautaire. Elles sont souvent reconnues comme étant des spécialistes des activités de chasse, de pêche, de collecte, principalement en milieu forestier. On leur donne un mode de vie souvent mobile, avec des habitats semi-permanents à l'intérieur de la forêt, et on leur reconnaît des pratiques musicales différentes et spécifiques de celles de leurs voisins. Enfin, toutes ces populations ne sont pas isolées culturellement. Les ethnologues nous le disent depuis longtemps. Ce sont toutes des populations qui ont des interactions socio-économiques complexes et très spécifiques avec certaines populations de leurs voisins. Un exemple ultra classique est le fait qu'il n'y a pas d'extraction du fer, du minerai dans les sociétés pygmées. Il n'y a pas de forgeron à proprement parler. Les différentes populations pygmées se procurent le métal auprès de leurs voisins et vont le façonner pour fabriquer leurs outils, mais ils n'extraient pas le fer du minerai, ils se le procurent en échange de produits de la forêt, mais également de savoirs médicaux ou de savoirs magiques qui sont prêtés aux pygmées dans ces régions-là. Donc en fait, les anthropologues nous apprennent que les différentes populations du bassin congolais peuvent être catégorisées de manière binaire en pygmées et non pygmées voisins, ceux avec qui ils sont en interaction socio-économique complexe, sur la base de tous ces critères ethno-anthropologiques complexes. Et pourtant, Serge Bahuchet, dans cet article fondamental et phénoménal, L'invention des pygmées, en 1993, nous explique à la fin, après une longue démonstration, qu'en vérité, les pygmées n'existent pas. Les hommes qui existent ont nom Baka, Babongo, Bakola, Baaka, Baswa, Effé, Aswa ou Batwa. Parce que oui, ce que nous montrent ces travaux d'ethnographie et d'anthropologie, c'est que le terme pygmée cache une gigantesque diversité. Premièrement, une diversité linguistique. Il n'y a pas de langue pygmée. Tous les pygmées, toutes les populations pygmées parlent des langues qui sont principalement parlées par leurs voisins non pygmées. D'accord ? On parle souvent de pygmées et de bantous. Il se trouve que la majeure partie des populations pygmées parlent elles aussi des langues bantous. Mais en fait, il y a aussi d'autres familles linguistiques. Et donc, vous avez, par exemple ici, les Baka qui parlent des langues oubanguiennes, qui sont voisins des Haka, ici, qui parlent des langues bantoues, ce qui fait que vous avez une diversité linguistique entre les différentes populations pygmées qui est absolument phénoménale, qui peut, même à des échelles géographiques proches, être aussi différente que du français, du chinois. C'est des familles linguistiques complètement différentes. Ces populations pygmées, on les voit souvent comme habitant au cœur de la forêt primaire, isolées de tout le monde. Et bien en fait, elles occupent plein de types de forêts différentes. Des forêts primaires, effectivement, mais également des forêts claires, comme les Bézans ici au Cameroun, voire des zones humides, avec comme les toits du lac Toumba ici. On les imagine comme étant des chasseurs-cueilleurs, et pourtant, toutes ces populations pratiquent l'agriculture, et certaines d'entre elles pratiquent même l'agriculture, plus ou moins intensément, entre les différentes populations. Et alors, si on vient sur des critères morphologiques, comme les anthropologues biologiques s'y intéressent, est-ce qu'ils sont vraiment de petite taille, ces gens ? Alors oui, c'est vrai, on trouve ces populations comme étant les populations les plus petites à l'échelle du monde, mais ce critère de taille n'est pas nécessaire à la catégorisation, voire même il n'est pas suffisant à la catégorisation. Premièrement, on a des très grandes variances de taille entre les différentes populations désignées comme pygmées, allant de 1,43 m chez les hommes adultes, c'est des tailles non pathologiques,
1,43 m à l'âge adulte chez les hommes, chez les Effets, qui sont ici, à la frontière ougandaise, jusqu'à 1,61 m chez les populations du lac Tumba. Ce genre de variance de taille moyenne entre des populations, c'est les variances de taille qu'on trouve à l'échelle de l'Eurasie entière. D'accord ? Et surtout, il n'y a pas de discontinuité de taille avec les voisins. C'est vrai que les voisins sont souvent plus grands, mais il y a des populations voisines immédiates des populations pygmées qui sont elles aussi de petite taille, comme les Bakonjo, ici, voisins des Effets, qui mesurent moins d'1,60 m en moyenne à l'âge adulte. Donc on ne peut pas juste utiliser un critère de taille adulte pour catégoriser les gens en pygmées et non pygmées. D'ailleurs, dans les enquêtes, c'est quelque chose, la taille n'est quelque chose qui revient jamais, en fait. Je pourrais vous en parler plus tard si vous voulez. Alors, qu'est-ce que les généticiens ont à dire sur ce sujet? Eh bien, dans les travaux fondamentaux de Luca Cavalli-Sforza, qui est le premier à avoir échantillonné de l'ADN en provenance de deux de ces populations historiquement désignées comme pygmées par les Européens, chez les Haka en République centrafricaine ici, et dans une population qu'il a appelée les Mbuti, mais c'est un peu compliqué, c'est le nom de la forêt. En fait, ces gens-là ne s'appellent pas Mbuti eux-mêmes, ils s'appellent Soua, et ils sont de langue bantoue d'ailleurs. Qui est ici dans l'Ituri. Donc il a collecté ces échantillons d'ADN ici pour pouvoir en étudier la diversité génétique et la comparer à celle du monde. Et vous noterez qu'il n'a collecté aucune autre des populations voisines, immédiates, non pygmées. Toutes les autres populations subsahariennes qu'il a collectées sont très loin et ne sont pas associées à ces populations. Ces populations représentaient l'Afrique centrale, alors qu'il y a plein d'autres populations dans le cadre de cette catégorisation binaire. Et donc avant 2004, largement, la question des relations génétiques entre pygmées et voisins non pygmées dans le bassin du Congo n'est jamais posée. Elle n'est tellement pas posée qu'on n'a pas échantillonné de gens voisins de ces populations. Voire même la question de l'origine commune, encore une fois, l'utilisation du terme pygmée de facto nous fait penser, nous Européens, à une origine commune de ces populations, eh bien elle n'est pas non plus souvent abordée par les généticiens, voire même jamais. Comme ici dans ces travaux fondamentaux en 1993, sur la base de ces données-là, vous voyez ici que les pygmées ont été regroupés. On parle de deux populations qui vivent à plus de 2500 km l'une de l'autre, qui parlent différentes langues, qui sont regroupées dans la case pygmée, et on regarde la diversité des pygmées par rapport au reste du monde. Alors nous, on se posait la question de quelle est l'histoire génétique de ces populations en Afrique centrale. Les pygmées ont-ils une origine génétique commune ? Et est-ce que les pygmées sont, comme dans notre imaginaire collectif, isolés génétiquement de leurs voisins vivant au fond de la forêt? Donc là, juste pour vous dire, ça c'était quand j'étais jeune, et je suis avec Nzito, Geoffrey Nzito, qui est un Nsoua, il appartient au Effet, du groupe du Effet, c'est le chef, il a 40 ans. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on a fait? Justement, on allait collecter des nouveaux échantillons. L'objectif était était de collecter des échantillons d'ADN, bien sûr, mais un tube d'ADN, c'est jamais qu'un tube d'ADN. En anthropologie, ce qui nous intéresse, c'est les populations. Et donc l'objectif était de collecter des données ethnographiques et anthropologiques qui nous permettaient de renseigner tous ces critères de catégorisation, de façon à pouvoir regrouper ces ADN dans différents types de catégories et essayer de comprendre l'histoire qui a donné naissance à la diversité génétique qu'on observe. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va à la rencontre des populations localement, où on commence par présenter le projet aux gens, on répond à de nombreuses questions, on essaie de répondre à de nombreuses questions de façon à obtenir les consentements d'un certain nombre d'individus dans ces groupes-là qui voudra bien travailler avec nous. À partir de là, on va commencer un certain nombre d'enquêtes pluridisciplinaires où on va collecter des informations concernant la musique, mais également beaucoup de traits d'histoire de vie sur les techniques, les ressources alimentaires, les nutritionnelles, mais également les techniques de fabrication de pièges, d'habitat, qui nous permettent de rendre compte des critères ethnographiques qui nous intéressent. Et on va également réaliser un certain nombre d'enquêtes familiales, d'anthropologie familiale assez classique, de façon à mieux comprendre la façon dont les gens choisissent leurs conjoints, les règles de mariage à l'intérieur des communautés, mais également entre les communautés et n'importe quelle communauté et les relations qu'ils entretiennent avec leurs voisins. Qui est-ce qui se marie avec qui? De manière générale, les généticiens des populations s'intéressent quasiment exclusivement au comportement de reproduction.
Alors on a également parfois, selon les questions qui nous intéressaient, pris un certain nombre de mesures biométriques. Donc cette histoire de taille, on reviendra là-dessus, ça nous intéressait. Donc eh bien, on va prendre des mesures biométriques non invasives qui nous permettent de caractériser la taille, le poids, la taille assise, la longueur des membres des individus en anthropologie morphologique classique. Et on va prendre des échantillons d'ADN. Donc moi, comme je vis dans ces communautés où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité pendant plusieurs semaines, il nous faut des échantillons d'ADN qui puissent se conserver avant d'être extraits. Donc j'ai pris des échantillons de salive de manière non invasive, encore une fois ici, les gens crachent dans cette petite capsule. À noter que ça prend 2 minutes sur 2 semaines par village. Donc en fait, c'est tout le reste qui prend énormément de temps, ce n'est pas l'échantillonnage d'ADN qui prend du temps. Et enfin, on a déployé un nouveau système pour recueillir les consentements éclairés dans des populations souvent analphabètes, dans ce cas-là en tout cas, mais qu'on déploie également maintenant absolument dans toutes les populations, où on enregistre littéralement tout ce qui est fait, de façon non pas à travailler sur ces enregistrements, mais ces enregistrements ne sont qu'à usage éthique, au cas où il y ait des soucis ou des gens qui se plaignent. Un juge peut s'emparer de ces enregistrements de façon à évaluer si effectivement nous avons rompu le contrat de confiance établi avec les gens dans le cadre de nos recherches. C'est un protocole que j'ai fait, enfin, qui maintenant sert de référence à la CNIL par exemple, y compris en France. Donc à partir de là, avec nos collaborateurs, on n'a pas fait ça tout seul, on a échantillonné en 10 ans plus de 1000 individus provenant de 28 populations pour lesquelles on avait un grand nombre de données ethnographiques et anthropologiques qui nous permettaient a posteriori de les catégoriser selon la langue, selon est-ce que justement pygmées ou non pygmées voisins, avec lesquels ils entretiennent des relations complexes. Donc j'ai réalisé avec mes équipes les points mis en gras ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'autres échantillons qui ont été réalisés par plusieurs groupes avec les mêmes critères de recrutement. Une fois qu'on a ça, on a des échantillons d'ADN, et bien on va commencer à générer des données génétiques. Il va falloir aller identifier les mutations, donc les séquencer. Donc on a commencé il y a longtemps avec des techniques de séquençage classiques en Sanger. On va s'intéresser à des petits bouts du génome et on va les séquencer précisément, aussi bien dans les autosomes nucléaires que le chromosome Y, le chromosome X ou l'ADN mitochondrial. Et puis ensuite sont arrivés, à partir de la deuxième moitié des années 2000, des technologies qui nous permettaient d'obtenir énormément d'informations, beaucoup plus d'informations, pour aller chercher des mutations dispersées à travers le génome, ce qu'on appelle des puces à ADN. Et donc on a commencé à utiliser les mêmes échantillons pour générer ces grandes quantités de données, notamment en collaboration avec différents groupes et celui du professeur Quintana Murci. Et on utilise encore aujourd'hui ces échantillons, collectés il y a plus de 10 ans, pour obtenir des séquences complètes d'ADN de très haute qualité chez tous ces individus, avec les nouvelles technologies de séquençage. Donc l'élément épistémologique intéressant ici, c'est qu'on est passé d'une époque où on passait beaucoup de temps à la paillasse pour générer des faibles quantités de données, d'accord, mais c'était des données de très très bonne qualité, c'est juste qu'on n'en avait pas énormément, et elles étaient relativement faciles à traiter d'un point de vue statistique et mathématique. À un temps à la paillasse beaucoup moins grand, puisqu'on a un processus industriel aujourd'hui pour générer ce genre de données, on passe beaucoup moins de temps à la paillasse, pour ce qui est du moderne en tout cas, et on génère des quantités astronomiques de données qu'on n'est même plus capable de voir, de visualiser. Et donc il y a nécessité le développement d'outils bioinformatiques complexes de façon à pouvoir traiter ces quantités de données. Alors cette inversion de la pyramide du travail fait que ça a complètement changé la façon dont on faisait de la recherche en anthropologie génétique ou en génétique des populations, et également la formation des étudiants et les backgrounds des personnes qui vont travailler. On est passé de personnes qui étaient très très fortes à la paillasse à des personnes qui doivent être très très fortes en informatique pour pouvoir reconstruire l'évolution humaine à partir de données génétiques. Alors les résultats. Donc ici, comme vous l'a dit Louis, bon, c'est un autre type d'analyse multivariée, hein, c'est un autre type d'analyse en composantes principales, ça revient au même. Donc chaque individu est un point. On a compté toutes les différences entre toutes les paires d'individus pour un grand nombre de mutations, et plus 2 individus, 2 points sont éloignés sur ce graphique, plus ça représente une grande différence génétique, plus ils sont proches, plus ils vont être proches génétiquement. Intuitivement, si vous prenez les distances à vol d'oiseau entre les différentes villes de France, d'accord, vous faites une ACP là-dessus, vous obtenez quoi? La carte des villes de France.
Donc là, c'est un peu l'idée, ça nous permet de représenter les différences génétiques entre individus. L'élément très important, c'est que ça, c'est une analyse descriptive. Il n'y a aucune évolution là-dedans, il n'y a pas d'histoire d'origine commune. On ne fait que compter les différences et regarder qui est plus ou moins proche. Il faudra ensuite faire un travail d'inférence pour essayer de comprendre d'où vient cette diversité. Et il y a beaucoup de mécanismes différents, comme vous en a parlé Louis ce matin, qui permettent de donner naissance à la diversité qu'on observe. Alors, moralité, j'ai des échantillons d'ADN, et ben je vais commencer par les catégoriser en lieu de naissance. Ils sont tous de la même couleur, qui différencient uniquement selon le symbole. Et qu'est-ce qu'on observe à travers le bassin congolais, ici, de l'ouest en est, c'est que deux individus éloignés géographiquement peuvent être tout à fait proches génétiquement, et deux individus proches géographiquement peuvent se trouver être très éloignés génétiquement. Si maintenant on catégorise ces individus, non pas par lieu de naissance, mais enfin si, par lieu de naissance, on a toujours les symboles, mais également on va mettre la couleur sur leur langue, la langue qu'ils parlent. Eh bien on s'aperçoit que là aussi, on a des individus qui sont éloignés linguistiquement, qui ont différentes couleurs, qui peuvent être très proches génétiquement, comme ici les bleus et les rouges, qui sont des familles linguistiques différentes. Mais on a également des individus qui peuvent être proches linguistiquement, comme des individus en vert ici, qui se retrouvent très éloignés génétiquement. On a des critères qui n'expliquent pas la diversité génétique. La langue n'explique pas la diversité génétique dans le bassin congolais. Les lieux de naissance, très très peu aussi. En revanche, si on utilise les nombreux critères de catégorisation pygmées et non pygmées qu'on a identifiés ici, on s'aperçoit ici avec les pygmées en rouge et les non pygmées en bleu qu'on a des grandes différenciations entre certaines populations pygmées et certaines populations non pygmées. Mais attention, vous trouvez aussi des grandes différenciations entre les différentes populations pygmées sur une même échelle géographique. En revanche, à l'échelle entière du bassin congolais, vous apercevez que tous ceux qui sont catégorisés comme non pygmées, avec ces critères culturels exclusivement, sont quand même beaucoup plus proches génétiquement les uns des autres. Alors encore une fois, là on a décrit la diversité génétique, d'où ça vient? Quels sont les mécanismes qui ont donné naissance à ça, avec notre grande question? Est-ce que ces différentes populations pygmées en rouge ici ont une origine génétique commune qui, dans un plus lointain passé, aurait eu un ancêtre commun avec les lignées qui donnent naissance aux populations non pygmées? Ou, dans ce modèle ou ce scénario alternatif ici, est-ce que toutes les différentes populations que nous, Européens, avons labellisées comme pygmées sur la base d'un mythe homérique ont une origine indépendante les unes des autres, arrivant à différents moments, qu'ils auraient divergé de ces lignées qui donnent naissance aux populations non pygmées? Et en plus, on se demande également, est-ce que ça, ce sont des origines séparées, les populations se séparent et puis après ils arrêtent de faire des bébés ensemble, ou est-ce qu'au contraire, on a des phénomènes de métissage ou de migration génétique possibles entre ces différentes lignées, que ce soit dans un modèle d'origine commune ou dans un modèle d'origine indépendante? Alors, comment on va faire? Eh bien, on va utiliser ici des méthodes d'approximate Bayesian computation, on peut en discuter si vous voulez ensuite. L'idée, c'est qu'on va simuler un grand nombre de données possibles sous ce scénario-là. On va faire une simulation en disant bon, ils ont divergé il y a 90 000 ans. Puis après, on va faire une autre simulation en disant bon, ils ont divergé il n'y a que 10 000 ans. On va faire ça des millions de fois en tirant tous les paramètres de ces modèles, le temps, les taux de métissage, les temps de divergence, dans des lois a priori, de façon à nous générer énormément de données génétiques sous différents modèles là-dessous. Et puis on va faire pareil sous ce modèle-là. On va faire beaucoup de simulations en tirant les paramètres au hasard, de façon à avoir une idée de à quoi ressemblerait la diversité génétique si ça s'était passé comme ça. À partir de là, on va utiliser des méthodes statistiques assez complexes pour déterminer les simulations qui produisent des données qui sont le plus proches de ce qu'on observe. Ce qui va nous permettre notamment d'exclure en disant « Ah bah tiens, sous ce modèle-là, on arrive très difficilement à obtenir la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui. » En revanche, sous ce modèle-là, sous l'autre modèle, on arrive plus souvent à faire ça. Une fois qu'on a trouvé le scénario qui explique le mieux les données qu'on observe, on va regarder parmi toutes les simulations qu'on a faites sous le scénario en question, les valeurs de ces paramètres qui nous donnent des résultats les plus proches de nos données observées, de façon à avoir des estimations du temps, des tailles de population, ainsi que des pourcentages de métissage. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé là? Eh bien on a trouvé massivement, donc c'était la première fois où on testait formellement cette hypothèse d'origine commune ou d'origine indépendance de ces populations en 2009, on a trouvé massivement que c'était un scénario d'origine commune de toutes ces populations pygmées
sur des critères culturels qui expliquaient le mieux les données qu'on observait. C'était assez surprenant parce que vous vous rappelez, on a des grandes différences entre les différentes populations dites pygmées. Donc on ne s'y attendait pas formellement du point de vue génétique, mais pourtant c'est massivement ce scénario-là qui gagne. Mais très important, on ne pouvait pas avoir une origine commune, mais un isolement reproducteur entre les différentes populations pygmées d'avec leurs voisins. Ça, si on enlève les métissages possibles, là, si on enlève les petits traits bleus ici, et les migrations entre les différentes lignées, on n'arrive pas à retrouver nos données observées. On est obligé de mettre la possibilité de métissage dans nos modèles entre ces différentes branches pour expliquer les données. Et a posteriori, on s'aperçoit en plus qu'il faut des métissages hétérogènes, c'est-à-dire que les différentes populations d'Afrique centrale soient métissées différemment avec leurs voisins non pygmées pour expliquer nos données observées. Alors justement, rentrons un peu dans le détail de cette histoire de métissage. Une façon de voir la conséquence de cette histoire de métissage est de regarder, comme vous l'a expliqué Louis ce matin, des analyses en structure. Donc, vous le rappelez, ça ne fait jamais de mal. Chaque individu ici est représenté par une ligne verticale unique qui va être divisée en K couleurs. Ici, j'ai choisi K égale 2. Qu'est-ce que c'est que ces K couleurs? Eh bien, je prends la totalité de la diversité génétique que j'ai ici. Je ne regarde absolument pas les populations. Il n'y a que la diversité génétique individuelle. Et je vais créer deux groupes, un rouge et un bleu, qui sont virtuels et qui maximisent les différenciations génétiques. Une fois que j'ai créé ces deux groupes, je vais décider pour chaque individu séparément, eh bien, toi, tu vas être tant de % du groupe bleu et tant de % du groupe rouge. Et on fait ça séparément pour tous les individus. Alors comment, donc c'est une analyse descriptive uniquement. Il y a beaucoup de façons d'obtenir cette diversité-là. Ici, on a testé formellement et on sait que c'est le produit de métissage. Donc comment est-ce qu'on interprète ça? Eh bien, on voit que le bleu est représenté en majorité dans des individus qu'on peut catégoriser comme non pygmées a posteriori. D'accord? Le rouge, en revanche, est maximisé dans des individus qu'on va catégoriser comme pygmées a posteriori. Et pourtant, vous voyez que ces distinctions ne sont pas strictes. On trouve toujours un peu de rouge dans le bleu et toujours du bleu dans le rouge. Ça, c'est la trace de métissage asymétrique entre non pygmées et pygmées. Vous trouvez un petit peu de rouge alors que vous trouvez quand même beaucoup de bleu, c'est-à-dire qu'on a des flux de gènes, essentiellement des non-pygmées vers chacune des populations pygmées et quelques flux de gènes des pygmées vers les non-pygmées voisins. Pourquoi hétérogène? Eh bien, vous voyez qu'ici, la quantité de bleu à l'intérieur de chacune de ces populations pygmées est hétérogène. Il y a des populations pygmées qui sont très métissées avec leurs voisins, d'autres beaucoup moins. Alors comment est-ce qu'on explique ça? Avant ça, on a été un cran plus loin, on s'est intéressé à savoir est-ce que c'était hétérogène ou asymétrique également du point de vue du sexe biologique, du sexe génétique des individus. Donc on a regardé spécifiquement le chromosome Y, qui nous donne des indications sur l'histoire des lignées paternelles uniquement, et l'ADN mitochondrial, qui nous donne une histoire des lignées maternelles. On a regardé les taux de métissage pour chacune de ces populations pygmées ici, en provenance des non-pygmées, soit selon la lignée paternelle avec le chromosome Y, soit selon la lignée maternelle avec l'ADN mitochondrial. Et on s'aperçoit que les taux de métissage sur les lignées maternelles à l'intérieur de ces différentes populations pygmées sont extrêmement faibles. En revanche, vous avez pas mal de métissage avec, selon les lignées paternelles, sur le chromosome Y, voire même ici chez les Koya, un quasi complet remplacement du chromosome Y par celui de leurs voisins immédiats. Donc, les métissages génétiques sont hétérogènes et asymétriques, principalement des non-pygmées vers les pygmées, et ils sont également asymétriques selon le genre, c'est essentiellement des flux de gènes des hommes non-pygmées vers les différentes populations pygmées. Alors comment on explique ça? On a été retourné à nos données ethnographiques, et dans les relations socio-économiques complexes entre pygmées et voisins immédiats non-pygmées, il y a de fortes discriminations socio-maritales que les non-pygmées exercent envers leurs voisins immédiats pygmées. C'est-à-dire que les populations pygmées sont très souvent tout en bas de l'échelle sociale, et donc dans ces populations-là, le mariage entre un homme pygmée et une femme non pygmée est extrêmement improbable. On n'en a rencontré aucun. D'accord ? En revanche, un mariage entre une femme pygmée et un homme non pygmé, ça, c'est beaucoup plus possible. Pour plein de raisons dont on peut discuter si vous voulez, mais ces structures-là sont beaucoup plus fréquentes.
Nous sommes dans des populations qui sont patries ou virées locales, comme c'était le cas en France par exemple avant 1968, c'est-à-dire que c'est l'épouse qui va vivre dans sa belle famille, soit dans la maison de sa belle famille, soit dans le même village. D'accord ? Donc, dans ces mariages-là, les femmes pygmées se déplacent pour aller vivre chez leur mari et ils font des bébés métissés, donc entre rouge et bleu. Le problème, c'est que nous, en données génétiques, on trouve essentiellement du bleu dans le rouge, et on trouve très peu de rouge dans le bleu. Eh bien, quand on va dans nos données ethnographiques et dans nos enquêtes, on s'aperçoit que ces mariages-là, dus aux discriminations que subissent les femmes pygmées à l'intérieur de ces villages-là, ces mariages finissent systématiquement par un divorce, au bout de 5-6 ans maximum. Alors, il faut bien me comprendre, il y a des divorces à l'intérieur des mariages pygmées ou à l'intérieur des mariages non pygmées. Mais ces mariages-là finissent systématiquement par un divorce. Auquel cas, la femme retourne dans sa communauté d'origine, très souvent, avec ses enfants. Et c'est comme ça qu'on retrouve beaucoup de bleu dans le rouge et très peu de rouge dans le bleu. Et c'est également comme ça qu'on retrouve essentiellement du chromosome Y des hommes non pygmées à l'intérieur des populations pygmées et très peu de flux de gènes selon les lignées maternelles entre ces populations. Enfin, on a corrélé ça à l'intensité des discriminations socio-maritales. Il y a des populations non pygmées et pygmées qui sont plus ou moins ségrégées, qui discriminent plus ou moins les pygmées voisins. Et on s'est aperçu que plus il y avait de discrimination socio-maritale entre les non-pygmées envers leurs voisins pygmées, moins on trouvait de métissage, et plus les métissages étaient asymétriques, comme dans le cas des Koyas, où vous avez quasiment aucun flux de gènes par les voies maternelles, des non-pygmées voisins vers les pygmées Koyas, qui habitent au nord-est du Gabon, et qu'on a un quasi-remplacement du chromosome Y par celui de leurs voisins. Ce sont une société dans laquelle les discriminations envers les Koyas sont extrêmement fortes. Donc, moralité, ici on montre comment les processus de métissage génétique entre non-pygmées et pygmées voisins sont déterminés par les comportements socioculturels complexes entre ces différents groupes. Donc, avec ces études, avec celles de nos collaborateurs, y compris celles faites par le professeur Quintana Murci et Étienne Patin dans son groupe, on a pu reconstruire une histoire détaillée de l'histoire des divergences et des migrations et des métissages entre les populations en Afrique centrale, montrant qu'on avait une divergence originale entre la population ancestrale des lignées pygmées et la population ancestrale des lignées non pygmées il y a à peu près 100 000 ans en Afrique centrale. Puis, beaucoup plus récemment, il y a à peu près 20 000 ans, une divergence entre les lignées qui ont donné naissance aux pygmées de l'Ouest et des populations de l'Ouest du bassin congolais et des populations pygmées de l'Est du bassin congolais. Puis, encore plus récemment, il y a à peu près 3000 ans, une fragmentation de ces lignées ancestrales des pygmées de l'Ouest qui ont donné naissance à toutes les différentes populations qu'on voit aujourd'hui à l'ouest du bassin congolais, et encore pas mal de mystères qui restent pour comprendre la fragmentation des différentes populations pygmées de l'Est du bassin congolais. Mais encore une fois, on a montré que pour réussir à expliquer nos données génétiques, on était obligé d'avoir des histoires de métissage complexes entre toutes ces lignées. On l'a reconstruit de manière détaillée entre les populations récentes non pygmées et les différentes populations pygmées, mais on a aussi besoin d'avoir des métissages entre les différentes lignées anciennes pour expliquer nos données aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur ce point-là. Monsieur Quintana Murci vous l'a bien détaillé dans son introduction. Avec son groupe, ils ont pu travailler, faire une étude à laquelle j'ai eu la chance de participer, qui s'intéressait plus précisément à l'histoire des divergences et des migrations entre les différentes populations non pygmées bantouphones dans cette histoire-là, histoire de divergence récente. Alors, et la taille dans tout ça ? Donc vous avez bien noté que la taille n'a pas été un critère de catégorisation des différentes populations pygmées et non pygmées telles que je vous l'ai présenté jusque-là. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, j'insiste, il y a une très grande variance. Vous voyez qu'il y a 2 femmes pygmées, il se trouve qu'elle, c'est la fille de elle. Vous voyez qu'on a des grandes différences de taille, n'est-ce pas ? Entre les différentes populations pygmées, voire même à l'intérieur des populations pygmées, et on n'a pas de discontinuité de taille avec les voisins. Donc ce n'est pas un critère pertinent pour parler de pygmées ou non pygmées. Ceci dit,
des populations avec des moyennes de taille aussi différentes, et surtout parmi les populations pour lesquelles on a les tailles les plus petites à travers le monde. Et certaines des populations voisines sont peut-être de petite taille, mais d'autres populations voisines sont quand même de beaucoup plus grande taille. Alors c'est quelque chose qui intrigue beaucoup les anthropologues biologistes depuis longtemps, depuis au moins les années 70, où ils ont émis des hypothèses pour expliquer ces différences de taille. J'insiste sur le terme hypothèse, d'accord ? Les anthropologues biologistes ont proposé des hypothèses pour dire que les différences de taille entre pygmées et non-pygmées voisins peuvent s'expliquer par des adaptations aux contraintes écologiques et environnementales de la forêt équatoriale. Ils ont proposé beaucoup d'hypothèses différentes, toutes plausibles. La thermorégulation, c'est-à-dire que ça pourrait être intéressant de diminuer la surface sur volume, donc d'être plus petit pour augmenter l'efficacité de la transpiration dans un milieu chaud et humide, comme en forêt équatoriale. Des hypothèses sur la mobilité dans un environnement dense. Si vous êtes chasseur, c'est peut-être plus intéressant d'être plus petit quand vous êtes dans un milieu qui est très dense comme celui de la forêt équatoriale. Des hypothèses nutritionnelles ou métaboliques ou parasitologiques. Si vous êtes de petite taille, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir autant de besoins alimentaires pour alimenter la machine, en gros. Des hypothèses plus compliquées sur un trade-off démographique entre la taille adulte et une mortalité accrue en milieu forestier. Des hypothèses pour lesquelles la taille ne serait absolument pas la cible de l'adaptation biologique, mais elle serait qu'un sous-produit d'une autre adaptation qui serait liée à l'immunité. Alors le problème de ces hypothèses-là, c'est que la plupart de ces hypothèses ne nous expliquent pas les grandes variations de taille qu'on a entre les différentes populations pygmées, ni même les variations de taille qu'on a dans les différences de taille entre pygmées et voisins non pygmées à travers le bassin congolais. Et en plus de ça, certaines de ces hypothèses, en tout cas, ne peuvent pas être testées directement, faute de données démographiques et épidémiologiques fiables dans la plupart de ces populations. On peut aborder la question de manière génétique indirectement. Et ici, avec Noémie Becker, qui était mon étudiante dans les années 2000, enfin en 2011 pour être précis, cet article est sorti, c'était la première preuve indirecte du rôle de la génétique dans la diversité de taille adulte entre pygmées et non-pygmées. Qu'est-ce qu'elle a pu montrer ? Elle a pu montrer que plus des populations catégorisées comme pygmées sur des critères exclusivement culturels étaient fortement métissées avec leurs voisins non-pygmées, plus ils avaient de chances d'être grands. On avait une forte corrélation positive entre la taille adulte et les taux de métissage à l'intérieur du bassin congolais. C'était donc la première preuve indirecte du rôle de la génétique et des métissages, non pas dans le déterminisme génétique de la taille des pygmées ou de la taille des non-pygmées, mais dans le déterminisme génétique des différences de taille entre paires de populations. Et encore une fois, paires de populations catégorisées comme telles exclusivement sur des critères culturels. Donc à partir de là, il y a eu de nombreuses études qui se sont intéressées à trouver ce déterminisme génétique des différences de taille entre paires de populations, et notamment un grand nombre d'études qui ont été réalisées par l'équipe du professeur Quintana Murci, auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer. Qu'est-ce que ces études ont pu montrer ? Eh bien, qu'il était utile, nécessaire et très informatif de prendre en compte explicitement cette histoire démographique complexe et cette histoire de métissage pour identifier de nombreux déterminismes génétiques différenciant les populations pygmées et non pygmées voisines, dont certains pouvaient être impliqués dans les différences de taille. Et pour aller encore plus loin, on a pu montrer ici qu'il y avait parfois des signaux de sélection naturelle différents entre pygmées et non pygmées voisins qui pouvaient avoir influencé l'adaptation et le déterminisme génétique de ces différences de taille adultes non pathologiques entre individus. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, puisque le déterminisme génétique de la taille adulte est un déterminisme non pathologique, est un déterminisme extrêmement complexe. On est à l'heure actuelle, il y a plus d'1 millier de gènes qui sont impliqués, qui ont été identifiés comme étant impliqués dans ce déterminisme de la taille adulte. Mais dans le cas de l'Afrique centrale, on a pu montrer que de nombreux gènes et de nombreuses mutations impliquées dans ce différentiel de taille entre paires de populations étaient liés à des traits phénotypiques liés au développement, aux traits d'histoire de vie et à l'immunité, pas à la thermorégulation par exemple. Ensuite, on a pu montrer que les différences de taille elles-mêmes ont été la cible directe
de pression de sélection naturelle différenciée entre pygmées et non-pygmées, mais aussi potentiellement des cibles indirectes via la sélection d'autres voies métaboliques, comme celle de l'immunité par exemple. Mais en tout cas, l'hypothèse que la taille ne serait, les différences de taille ne seraient que dues indirectement à un sous-produit d'une autre évolution a été infirmée dans ces études, puisqu'on a trouvé que ça pouvait tout à fait être la cible directe de ça, pour des causes qu'on ne connaît pas encore. Et enfin, ces études ont montré de manière fondamentale que les métissages ont fait l'objet d'apports adaptatifs dans les génomes respectifs de ces populations. C'est-à-dire, on a trouvé des signaux de sélection positive à l'intérieur des populations pygmées sur des mutations qui provenaient des non-pygmées voisins, et vice-versa, ce sont des éléments d'introgression adaptative qui ne commencent qu'à être étudiés depuis à peine 5 ans dans les populations humaines récentes. Alors, les prochaines frontières, eh bien, en ce moment, on s'intéresse avec Matthias Jacobson et Karina Schlebusch, sur la base de génomes complets, à essayer de mieux comprendre ces histoires de métissage anciens entre ces différentes lignées, puisqu'à l'heure actuelle, on sait qu'on a besoin de tels événements, mais on n'arrive pas à les estimer correctement. On ne sait pas combien il y en a eu, quand est-ce qu'ils sont arrivés, avec quelle intensité, et donc on développe des nouvelles méthodes pour réussir à estimer cela. Et comme vous l'a montré Luis Quintana Murci tout à l'heure, eh bien, la prochaine frontière, c'est l'ADN ancien. L'ADN ancien en Afrique centrale, avec dans le bassin congolais les seuls échantillons de la grotte de Shumlaka, effectivement, qui n'est pas littéralement dans le bassin congolais, elle est à l'ouest du massif, vraiment à l'extrême ouest du Cameroun, et qui nous donne des échantillons d'ADN ancien qui ne sont pas si vieux que ça, c'est quand même ça le problème. Alors, pour des questions de climat, effectivement, la préservation de l'ADN n'est pas excellente en milieu équatorial, mais avant tout, c'est surtout la préservation de l'os qui est mauvaise en milieu équatorial. Puisque vous êtes sur des couverts végétaux, des milieux forestiers, les sols sont acides, et l'acide, ça dissout les ossements. Donc en fait, on a très très peu de restes humains dans le bassin congolais. On a beaucoup de cailloux, on a beaucoup de pierres taillées, etc., mais on a peu de restes humains. Donc c'est vraiment un très grand challenge de réussir à obtenir une image ancienne, à partir de paléogénétique, de données paléogénétiques, de la diversité du bassin congolais. Et puis on aura un autre problème, une fois qu'on aura réussi à obtenir quand même ces séquences-là. N'oubliez pas, les catégories archéologiques, une culture archéologique, une population en archéologie, ce n'est pas basé sur les mêmes critères qu'une catégorie ou une population en anthropologie, ni même qu'une population en génétique. Donc on a des grosses difficultés de catégorisation parce qu'on ne parle pas des mêmes populations, on ne parle pas des mêmes gens entre ces différentes disciplines. Alors on va passer au deuxième exemple, beaucoup plus récent, qui est l'histoire des métissages génétiques au Cap-Vert. Donc, je me suis intéressé depuis 10 ans à ces histoires de métissage en Afrique de l'Ouest, donc au Cap-Vert, et sur des échelles de temps beaucoup plus récentes. Pourquoi ? Bien parce que je m'intéressais en fait à l'influence de ces comportements socioculturels dans le contexte de l'esclavage et de la traite esclavagiste atlantique sur la diversité génétique des populations. C'est un sujet extrêmement classique dans beaucoup de populations descendantes des esclaves africains, notamment aux Amériques. Et pourtant, eh bien, cette histoire d'esclavage a également eu une influence sur la diversité génétique en Afrique, ce qui était et ce qui est toujours assez peu étudié. Alors pourquoi le Cap-Vert ? Eh bien parce que le Cap-Vert, c'est un petit archipel de 9 îles qui est juste au large du Sénégal, qui n'est pas du tout vert. C'est pas du tout vert. Ça s'appelle Cap-Vert parce que la pointe en face, la plus proche au Sénégal, a été nommée Cap-Vert. D'accord ? Mais ce n'est pas parce que c'est vert. On est dans un climat sahélien. Donc le Cap-Vert, qui est à 500 km de ses côtes, a été découvert par des envoyés de la couronne portugaise en 1460. Et il a été découvert inhabité. C'est une des dernières terres peuplées par des êtres humains. Il n'y avait personne au Cap-Vert. Et très rapidement, à partir de ces 1460, eh bien, les Portugais envoient une colonie, qui fonde une colonie de peuplement au Cap-Vert. C'est la première colonie européenne en Afrique subsaharienne de cette époque-là. C'est la première cathédrale catholique du continent africain dans la région subsaharienne, etc. Donc on est au tout début de cette colonisation européenne et de ce début de ce commerce triangulaire et de la traite esclavagiste.
Rapidement, ces populations donc vont fonder la première colonie sur l'île de Santiago, qui est la plus grande ici, et vont déporter des esclaves qu'ils ont pris sur la côte juste en face pour participer à la construction de la colonie. À partir de 1492, eh bien, le Cap-Vert se met à servir de plaque tournante d'émigration d'esclaves entre le continent africain et les colonies naissantes européennes aux Amériques. On a donc des populations africaines qui viennent d'autres régions que juste la Sénégambie en face, mais également un certain nombre de populations européennes qui migrent pour aller au Cap-Vert, et on commence à avoir d'autres îles du Cap-Vert qui commencent à être peuplées. Puis, à partir de 1620, on reviendra beaucoup là-dessus, on a l'expansion de l'économie de plantation qui crée le boom du commerce triangulaire et du nombre d'esclaves qui commencent à être déportés à partir de 1620. C'est le développement de cette économie de plantation qui a induit ces déportations massives d'esclaves, de plusieurs millions d'esclaves en l'espace de quelques générations, qui ont été prélevés partout sur la côte atlantique du continent africain pour être déportés aux Amériques, ou pour une plus faible partie en Europe, via notamment le Cap-Vert, qui a servi de plaque tournante, qui a donc reçu des populations de nombreuses régions différentes. Et c'est également une période d'expansion économique qui a vu l'émigration de nombreuses populations européennes pour aller s'installer dans les différentes colonies, y compris le Cap-Vert. Et on trouve dans cette période-là le peuplement des autres îles du Cap-Vert. Le tout jusqu'à l'abolition du commerce triangulaire au début du XIXe siècle, puis l'abolition de l'esclavage plutôt dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui ont donné naissance au peuplement du Cap-Vert actuel. Donc, moralité, on a un peuplement complexe, successif des différentes îles sur 400 ans. On est des îles qui ne sont pas très loin les unes des autres, il a quand même fallu 400 ans pour les peupler. D'accord ? Des esclaves qui ont été déportés de toute la côte atlantique africaine, voire même jusque depuis le Mozambique, et des migrations européennes continues depuis 1462, soit presque 2 générations avant même la découverte par les Européens du Nouveau Monde. Ces histoires de métissage, elles ont donné naissance à ces histoires de migration ont donné naissance à des histoires de métissage complexes au Cap-Vert. Des histoires de métissage génétique d'une part et linguistique d'autre part. Par exemple, les linguistes nous parlent de la langue créole du Cap-Vert, le criolou, qui est la première langue créole atlantique, entre essentiellement du portugais et de nombreuses langues africaines, y compris jusqu'en Angola, qui montrent l'histoire de ces migrations au cours du temps et leur influence sur la diversité culturelle de ces populations. Et dans ce travail fondamental de Sandra Belleza et de Georges Rocha en 2013, la première étude génétique détaillée du Cap-Vert, on trouve effectivement que les populations du Cap-Vert sont métissées génétiquement entre Européens et Africains. Donc moi, ma question, c'était comment ces histoires complexes que je vous ai détaillées juste avant, est-ce qu'elles ont influencé les métissages génétiques au Cap-Vert? Est-ce qu'on a des traces de toutes ces différentes migrations dans le patrimoine génétique des Cap-Verdiens aujourd'hui? Je me suis aussi intéressé, comme on ne va pas trop le voir aujourd'hui, à l'histoire des métissages linguistiques ayant donné naissance à la diversité du créole au Cap-Vert. Et donc justement, avec Marlise Batista, ma collègue linguiste, spécialiste créoliste des langues du Cap-Vert, on est parti faire des échantillonnages au Cap-Vert de façon à pouvoir renseigner un grand nombre de données ethnographiques et anthropologiques qu'on va pouvoir associer à nos différents échantillons de façon à mieux comprendre la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui au Cap-Vert. Donc le même genre de protocole, ce n'est pas les mêmes questions, mais le même genre de protocole que ce qu'on avait déployé en Afrique centrale auparavant. On n'avait que 2 critères d'inclusion des participants dans l'étude, c'est qu'ils soient de nationalité capverdienne. Je n'ai pas regardé depuis quand, hein, d'accord, mais ils devaient être de nationalité capverdienne, et ils devaient nous dire eux-mêmes qu'ils parlaient criolou. On n'a pas décidé que lui et lui, ils parlent criolou ou pas. Les gens nous disent qu'ils parlent criolou, ok, très bien, vous pouvez rentrer dans l'étude. On a utilisé de la salive, encore une fois, parce qu'on est dans des régions où c'est quand même souvent difficile de pouvoir traiter des échantillons sanguins, surtout si on veut aller loin dans la campagne. Et on a réalisé ces enquêtes ethno-anthropologiques où moi, ce qui m'intéressait ici, c'était surtout les histoires de mobilité des individus. Donc les lieux de résidence, les lieux de naissance, les lieux de naissance des parents, des grands-parents, etc. dans le Cap-Vert, et des traits d'histoire de vie sur leur mobilité. Est-ce que vous avez déjà visité d'autres îles du Cap-Vert? Est-ce que vous êtes allé dans d'autres pays? Ce genre de choses. Et en plus des enquêtes linguistiques que vous voyez ici et dont je ne vais pas vous parler énormément aujourd'hui, des critères anthropologiques qui intéressaient justement cette diversité linguistique, à savoir combien d'années d'études vous avez suivies, etc.
Moralité, on a obtenu 261 individus qui sont nés sur toutes les îles du Cap-Vert, et on a obtenu des données génétiques pour plus de 2,5 millions de SNP à travers le génome de ces individus, donc des données de génotypage massif. Donc la première chose, ça a été de fusionner toutes ces données qui ont été acquises au cours du temps et de les fusionner avec des données de référence obtenues à travers le monde de grandes bases de données comme le MIL-Génome ou le African Genome Variation Project, le H3 Africa dont vous a parlé Louis, de façon à pouvoir placer la diversité génétique des populations des différentes îles du Cap-Vert aujourd'hui dans le panorama de la diversité génétique mondiale. Et alors ce qu'on observe ici, dans ces bases de données, on avait également d'autres populations descendantes des esclaves africains déportés pendant la traite esclavagiste, notamment des populations afro-américaines des États-Unis, mais également des populations barbadiennes et une population de Puerto Rico. Donc on s'intéressait à comparer ces patrons, où est-ce que se passent ces différentes populations descendantes du commerce triangulaire par rapport à cette diversité mondiale. Donc on retrouve ici des ACP, ça se lit en colonne là, pour chacune de ces 4 populations séparément, et vous apercevez que dans les 4 cas, eh bien, la diversité génétique de ces populations descendantes de l'esclavage se passe sur des trajectoires intermédiaires entre, en bleu à gauche ici, sur chacun de ces graphiques, la diversité génétique des populations européennes, et à droite ici, la diversité génétique des populations africaines en orange et rouge. Donc ces populations descendantes des esclavages se placent sur des trajectoires intermédiaires entre ces deux pôles. Et pourtant, elles ne sont pas sur les mêmes trajectoires. Vous trouvez les Capverdiens sur une trajectoire qui va plutôt des populations de Sénégambie, ici en orange, aux populations européennes de la péninsule ibérique, ici, alors que les populations afro-américaines et barbadiennes, ici, se placent sur des trajectoires plutôt entre le golfe du Biafra, ici, donc plutôt le Niger, l'ouest de l'Afrique centrale ou l'est de l'Afrique de l'Ouest, si vous préférez, et des populations européennes du nord de l'Europe, comme les Grands-Bretons, par exemple. Le Puerto Rico, lui, va se trouver sur une trajectoire qui est plutôt sur les régions de la aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest et des populations de la péninsule ibérique également. Donc des trajectoires différentes qui font écho, en tout cas, à l'histoire de la colonisation et le développement des routes commerciales des différents empires coloniaux, les empires espagnols et portugais, les empires anglais, d'une part du côté européen, et leurs routes de commercialisation privilégiée avec leurs différentes colonies dans cette région d'Afrique. Ceci dit, il y a plein d'autres façons d'obtenir ce qu'on a observé là. Donc encore une fois, ce n'est pas une preuve en soi, c'est compatible avec ces scénarios de métissage entre ces différentes populations, mais il faut le tester formellement. Et donc ici, Louise vous en a présenté une ce matin, ce n'est pas une analyse structure, même si c'est aussi des barres. Ici, on a été testé formellement parmi toutes ces populations qu'on a ici, mes individus au Cap-Vert, sur chacune de mes îles séparément, ici, leur génome, il provient avec quelle des populations actuelles ils possèdent le plus d'ancêtres communs récents. Donc, c'est des analyses complexes à réaliser, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on va tester formellement, ok, est-ce que de quand datent les ancêtres communs entre mes individus du Cap-Vert et des populations zoulous, par exemple, d'Afrique du Sud ou de Finlande en Europe du Nord. Et on va comme ça pouvoir tester formellement quelles sont les populations qui ont contribué au patrimoine génétique de ces différentes populations métissées. Qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien, pour les différentes populations du Cap-Vert, on observe un patron génétique qui est surprenamment simple, en fait. On trouve que l'essentiel du génome d'origine européenne de ces différentes populations du Cap-Vert provient de populations de la péninsule ibérique. C'est les fameux IBS en bleu ici, c'est massivement de cette contribution-là, et on trouve aucune autre contribution, ou quasiment aucune autre contribution d'Europe du Nord, des Grands-Bretons, voire même de l'Europe d'extrême nord. Pourtant, on sait que ces populations ont migré au Cap-Vert. Il y a même eu une période de la colonisation où certaines des îles du Cap-Vert, celle-ci ici, étaient sous domination anglaise. On a eu des migrations, mais ils ne semblent pas avoir laissé de patrimoine génétique. Et de même, du point de vue du patrimoine génétique hérité des descendants d'esclaves africains, eh bien, on s'aperçoit que lui aussi, il est relativement simple, où on trouve essentiellement des contributions de certaines des populations qu'on a échantillonnées en Sénégambie ici, notamment des populations de langue mandingue ou de langue wolof ici. Mais d'autres populations comme les Jola, de langue Jola en Sénégambie, ne semblent pas avoir laissé de patrimoine génétique dans ces populations. Et on ne trouve que des
petite contribution d'autres populations d'Afrique subsaharienne, de la côte atlantique. Pourtant, on sait que ces populations ont été déplacées de force et on le sait également dans la culture capverdienne, puisqu'on a des mots qui proviennent du kibundu ou d'autres langues angolaises, mais ces populations ne semblent pas avoir laissé de traces génétiques au Cap-Vert. Enfin, vous voyez qu'il y a différents taux de métissage entre Européens et Africains dans les différentes îles du Cap-Vert. Donc on a aussi une hétérogénéité de la structure du métissage entre ces différentes populations. Donc la question c'est, il y a eu différentes histoires de métissage entre ces différentes îles du Cap-Vert. Et donc on a refait une approche en ABC, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, on a pris chacune des îles séparément et on a essayé de reconstruire l'histoire de métissage de chacune de ces îles séparément, de ces 9 îles séparément, en comparant 4 scénarios en compétition. Un premier scénario complexe où il y aurait eu plusieurs pulses de métissage, c'est-à-dire des événements ponctuels à une génération, beaucoup de gens qui y vont et puis qui font des bébés ensemble, d'une part provenant d'Afrique, d'autre part indépendamment provenant d'Europe, à différents temps, qu'on peut faire varier au cours du temps, depuis 1460, et avec des intensités variables. On s'est également demandé s'il y a eu des migrations démographiques récurrentes et continuent à travers le temps, est-ce que ces migrations récurrentes étaient accompagnées de métissages récurrents? Ce n'est pas parce que vous vous déplacez que vous allez forcément faire des bébés. Mais donc peut-être qu'on avait quand même ce genre de patron, à la fois soit du point de vue de l'Europe, soit du point de vue de l'Afrique, comme dans ces deux scénarios-là. Et les quatrièmes scénarios, eh bien, la possibilité de métissage récurrent au cours du temps, à la fois d'Afrique et à la fois d'Europe, encore une fois, indépendamment les uns des autres. Donc on est dans des niveaux de complexité des modèles qui sont abordés, qui est assez énorme en fait, surtout à des échelles géographiques aussi faibles et pour uniquement les 20 dernières générations. Donc encore une fois, on va faire des simulations séparément, et puis on va essayer de trouver quel est le modèle qui explique le mieux la diversité génétique qu'on observe sur chacune des îles prises séparément, et ensuite, sur ce modèle qui explique le mieux la diversité génétique, essayer d'estimer quand est-ce que ces métissages ont eu lieu. Alors je vous le remets en contexte ici, pour chacune des îles, l'analyse a été faite séparément, et on a été pliché la littérature historique, pour déterminer en rouge, le trait rouge ici avec la date, c'est la date de fondation administrative de la colonie par les Portugais. C'est l'édit du roi qui dit « ça, cette île-là, elle appartient au Portugal ». Donc vous voyez qu'il y a eu, c'est à peu près tous avant la fin du XVIe siècle, et on a été éplucher les données pour essayer de trouver les recensements, ou les estimations de recensement sur chacune des îles, et on a mis en violet ici les dates pour lesquelles la population de l'île dépasse 100 individus, des vrais gens, hein, pas de la génétique, hein, des vrais gens, 100 individus, et après cette date-là, la population de l'île ne redescend jamais en dessous de 100 individus. C'est ce que j'ai appelé le peuplement pérenne supérieur à 100 individus pour chacune de ces îles. Et vous voyez déjà qu'il y a parfois plusieurs centaines d'années entre la découverte de l'île, l'établissement d'un comptoir, et le fait qu'on ait effectivement vraiment un peuplement pérenne sur ces îles. Il y a d'autres îles pour lesquelles, comme Santiago, où ça arrive très vite. Mais par exemple, ici à San Vicente, vous avez presque 200 ans entre le peuplement pérenne et la fondation administrative de cette île. Vous avez ici, en rose, j'ai mis cette période de très forte intensité des déportations d'esclaves et de migration européenne, qui est l'expansion de l'économie de plantation, entre 1650 en gros, et l'abolition de l'esclavage en vert. Donc premièrement, la fin du commerce la fin de la traite esclavagiste transatlantique, puis 50 ans plus tard à peu près, l'abolition des esclavages dans l'Empire portugais. Le tout jusqu'à aujourd'hui. Alors, quels ont été les résultats de la génétique, les métissages génétiques, comment est-ce qu'ils se placent pour chacune de ces îles séparément? On trouve une première période, avant cette expansion de l'économie de plantation, où on a beaucoup d'événements de métissage, à la fois d'Afrique, à la fois d'Europe, pour toutes les îles, presque toutes les îles du Cap-Vert. Ce qui est intéressant ici, c'est que sur Santiago, vous voyez que ces métissages ils sont concomitants du premier peuplement de cette île, mais pour d'autres îles, y compris juste à côté, sur Fogo, sur Fogo, vous voyez ici que les métissages prédatent largement le premier peuplement pérenne de cette île. Ce qui sous-entend que les gens qui sont venus peupler Fogo étaient déjà des gens métissés. D'accord? Et puis d'autres îles, à Santo Antón, c'est très variable, où là aussi on a une histoire de métissage qui date à peu près de la fondation pérenne de la colonie. Dans la période suivante, cette période de déportation massive et de mouvement de population énorme, à la fois forcé du point de vue de l'Afrique et volontaire du point de vue de l'Europe, eh bien on trouve quasiment aucun événement de métissage significatif dans cette période-là.
Il n'y a quasiment pas de métissage significatif dans cette période-là, sur aucune des îles du Cap-Vert. Et à partir de l'abolition de l'esclavage, bim, on retrouve dans toutes les îles de nombreux événements de métissage parfois très intenses, soit venant d'Afrique, soit venant d'Europe, dans quasiment toutes les îles du Cap-Vert. À l'époque plus moderne, y compris au cours du XXe siècle, on trouve des événements de métissage qu'on estime très précisément, mais qui sont très peu intenses, mais qu'on arrive à très bien estimer sur certaines des îles du Cap-Vert, soit provenant d'Europe, soit provenant d'Afrique, et je vous le dis tout de suite, qui correspondent aux migrations de travail à l'intérieur de l'Empire lusophone jusqu'à l'abolition, enfin, ou la fin des colonies. Donc, moralité, sur toute cette histoire, on a surtout une histoire de métissage complexe avec plein d'événements différents qui prédatent largement l'expansion de l'économie de plantation et les déportations massives d'esclaves. Et pendant cette période de déportation massive d'esclaves et de migration européenne, on n'a quasiment pas de métissage. Donc, comment est-ce qu'on explique ça? Et les historiens nous expliquent que cette période de l'économie de plantation, c'est le passage de ce qu'on appelle societies with slaves to a slave society. C'est le passage d'une société dans laquelle il y a des esclaves à une société de l'esclavage, où toute la société fonctionne en s'appuyant sur l'esclavage. C'est une période, donc celle de cette économie de plantation, qui voit, comme on l'a vu tout à l'heure, des déportations massives d'esclaves africains, mais qui voit également l'établissement de discrimination et de ségrégation entre communautés qui sont renforcées juridiquement. C'est la période du Code noir pour les colonies françaises aux Amériques, puis les autres colonies aux Amériques, où on a des systèmes équivalents, système de caste, dans les colonies espagnoles, et au Portugal, on a d'autres systèmes comme ça qui vont interdire juridiquement, avec des sanctions, les gens sont passibles de sanctions, toute reproduction entre des esclaves et des non-esclaves, et où c'est également une période où on identifie les esclaves avec la couleur noire, avec le fait d'être africains. Avant ces périodes-là, vous avez aussi des systèmes d'esclavage qui impliquent des populations européennes. Donc, on a un durcissement des ségrégations qui est encore une fois ancré juridiquement au cours de cette période-là. Et en plus de ça, c'est aussi une période à laquelle les maîtres, les dominants, ceux qui possèdent des esclaves, renforcent leur contrôle des reproductions dans les communautés d'esclaves. D'accord ? Ils vont contrôler qui est-ce qui peut se marier avec qui parmi leurs esclaves, ce qui était beaucoup moins établi et structuré dans les périodes avant cette économie de plantation. Moralité, vous avez une période à la fois où il y a des déportations massives d'esclaves, et donc les historiens au Cap-Vert se posaient une question, mais est-ce que c'est une période où est-ce que les esclaves qui sont déportés, ils restent au Cap-Vert? Pendant combien de temps ils restent au Cap-Vert? Est-ce qu'ils sont redéportés ailleurs? D'un point de vue génétique, nos résultats sont plutôt compatibles avec l'idée que c'est des esclaves qui ont été redéportés ailleurs. Ils n'ont fait que transiter par le Cap-Vert et ont laissé des traces culturelles, encore une fois on l'a dans le créole, et sur un certain nombre de comportements, de rituels ou de fêtes, mais pas assez pour faire suffisamment de bébés pour laisser une trace génétique. Cette interprétation-là, elle n'est pas exclusive, on peut tout à fait dire qu'il y a une couche de plus, c'est qu'en plus, ceux qui sont arrivés au Cap-Vert, ils n'ont pas laissé de traces génétiques parce qu'il y avait tous ces systèmes de discrimination en place, prévalents très probablement dans cette colonie-là, qui ont interdit les mariages entre ces nouveaux arrivants et les communautés d'esclaves précédentes, ou même les communautés européennes, qui aboutit donc au fait qu'on ait très très peu de traces de métissage et une faible diversité de l'origine des métissages au Cap-Vert. Et enfin, avec l'abolition de l'esclavage, on a des relâchements de ces contraintes, de ces contraintes légales, qui permettent d'avoir une reprise de ces métissages génétiques entre populations. Donc c'est encore une fois une démonstration de l'influence de ces comportements socioculturels sur la diversité génétique. Et attention, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé que nécessairement on fait beaucoup de bébés. Alors ce n'est pas vrai partout, d'accord. Si vous regardez les populations afro-américaines avec le même genre d'approche, ils ont montré qu'il y avait surtout beaucoup de métissage justement à cette époque de l'expansion de l'économie de plantation. Et pourtant, il y a le Code noir, etc., etc. Et en fait, ils ont réussi à montrer que c'était dû à la grande mobilité des esclaves qui étaient régulièrement déplacés dans les différentes régions. Et en fait, vous aviez des métissages, des traces de métissage qui se passaient à l'intérieur des États-Unis, essentiellement par des gens qui étaient déjà métissés, qui se remétissaient avec des populations locales et qui donnaient une augmentation des traces de métissage pendant cette période-là. Donc le contexte local, des comportements socioculturels, de à quel point est-ce que ces discriminations sont prévalentes, c'est-à-dire à quel point est-ce que les gens suivent effectivement ces discriminations et ces ségrégations, détermine la diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui. Et alors pour finir,
il y a cette étude formidable qui est sortie en 2021, à laquelle je n'ai pas participé, enfin, c'est une de mes anciennes étudiantes, mais moi je n'ai pas participé à cette étude, qui a montré que ces métissages, à une échelle très récente, seulement en 20 générations, ont contribué à l'adaptation biologique des populations capverdiennes de façon assez massive, notamment pour résister à un pathogène intracellulaire qui est le Plasmodium vivax, qui est un des agents d'une des formes les plus sévères de la malaria. C'est un seul type de moustique qui propage ça. Et en fait, en regardant le génome à l'intérieur de cette structure de métissage, notamment sur l'île de Santiago ici, elle s'est aperçue qu'il y avait une mutation sur un gène qui s'appelle DRAC, qui est connu pour proférer aux individus qui l'apportent une résistance à l'infection par le Plasmodium vivax. Elle s'est aperçue que, premièrement, cette mutation-là, à l'intérieur du Cap-Vert, elle provenait essentiellement de l'Afrique subsaharienne, enfin et de la Sénégambie, où les populations avaient une augmentation en fréquence de cette mutation qui leur permettait de résister au Plasmodium vivax. Donc déjà, elle vient d'Afrique de l'Ouest, et deuxièmement, elle trouve qu'il y a une énorme augmentation en fréquence de cette mutation en seulement 20 générations, ce qui est une trace de sélection positive, forte, liée à cette histoire de métissage. Les individus métis porteurs de cette mutation avaient plus de chances de survie en résistant à Plasmodium vivax, ils avaient donc plus de chances de faire des bébés et de leur transmettre la mutation, et c'est ainsi qu'on augmente en fréquence au cours du temps avec ces signaux de sélection naturelle seulement sur 20 générations. Donc, par la suite, on travaille aujourd'hui avec Georges Rocha de l'Université de Porto et mon étudiante Marta Sicarella pour s'intéresser aux phénomènes liés au sexe, au sexe génétique des individus, dans ces histoires de métissage, parce qu'on sait que les processus de métissage dans le contexte de discrimination du commerce triangulaire et de la traite esclavagiste sont des processus extrêmement genrés, un peu comme ce qu'on avait vu tout à l'heure chez les populations pygmées et non pygmées, où en fait les hommes et les femmes, qu'ils soient esclaves ou non esclaves, n'ont pas la même probabilité de se marier et de faire des bébés ensemble. Donc on étudie ces comportements-là, et également on a généré des nouvelles données à Sao Tomé et Principe, qui est aussi une des premières colonies de peuplement européenne en Afrique subsaharienne. La prochaine frontière, eh bien, comme tout à l'heure, quid de la contribution de génomes anciens, par exemple Néandertal, ou d'autres espèces d'homininés africains archaïques au génome des populations du Cap-Vert. Alors, on vous a expliqué, Néandertal, il n'était pas au Cap-Vert, il n'était pas en Afrique subsaharienne. Ben oui, mais les porteurs européens de fragments de génome Néandertal, qu'est-ce que ça a donné au Cap-Vert? Comment est-ce que ces fragments-là sont arrivés au Cap-Vert? Et aussi, quel a été leur devenir? Est-ce qu'ils ont disparu parce qu'ils étaient contre-sélectionnés, ou au contraire, est-ce qu'ils ont augmenté en fréquence parce qu'ils donnaient un avantage spécifiquement aux populations du Cap-Vert? Et de la même façon, ça c'est vraiment une grande difficulté pour l'Afrique. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de Néandertal africain ou d'équivalent. On a de l'Homo sapiens, beaucoup d'Homo sapiens, des Homo sapiens anciens, et ce depuis 200 000 ans. Mais on n'a plus de traces d'autres populations qui seraient significativement différentes d'Homo sapiens à l'intérieur de l'Afrique. Donc il y a sûrement eu des métissages avec d'autres espèces d'hominines africains. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de restes osseux. Donc on va avoir du mal à les comparer pour essayer de trouver cela. Mais on est créatif et on essaye d'imaginer des façons indirectes de trouver la trace de ces contributions dans les génomes africains de populations aujourd'hui disparues d'autres espèces anciennes d'hominidés. Avec cela, je voulais donc juste un rapide résumé. J'espère vous avoir montré que les comportements socioculturels influencent massivement et extrêmement rapidement l'évolution génétique humaine, celle d'Afrique, mais c'est aussi vrai hors d'Afrique, que les métissages sont des mécanismes en fait complexes et puissants de cette évolution en Afrique, y compris en termes d'adaptation et dans des laps de temps extrêmement courts. De manière générale, ça vous montre que que nature et culture, ou inné et acquis, sont très difficilement séparables pour qui souhaite comprendre la diversité génétique humaine et l'histoire de l'évolution humaine. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre comment, dans le passé, ces comportements socioculturels peuvent avoir également influencé l'histoire des métissages. Là, je l'ai eu entre guillemets facile. Pourquoi? Parce que j'ai pu étudier directement les comportements socioculturels, soit à travers des traces historiques récentes, soit à travers des enquêtes ethnographiques actuelles. Mais on peut indirectement,
en regardant les patrons de la diversité génétique aujourd'hui, essayer d'imaginer s'il y avait des constructions sociales qui empêchaient ou au contraire qui favorisaient les métissages entre les différentes populations. Et avec cela, j'aimerais remercier tous les gens qui ont été impliqués dans ces études, mes collègues à l'UMR 7206 en éco-anthropologie, nos collaborateurs proches et anciens de l'équipe de Louis Quintana Murci et d'Étienne Patin, et également d'autres collaborateurs à travers le monde, ainsi que les différents organismes ayant financé ces études. Je vous remercie pour votre attention.